Bonjour. 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 Je m'appelle Agathe Mezzadri, je suis professeure de français et je vous propose une vidéo de quelques minutes pour dialoguer avec votre cours de français, mais évidemment pas pour le remplacer. Dans cette vidéo, nous aborderons les textes qui se situent autour de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791 d'Olympe de Gouges, qui sont au programme des voies générales et technologiques. Et le parcours que vous avez qui est associé se nomme « Écrire et combattre pour l'égalité ». Votre programme inclut le préambule, ce qui commence par les mères, les filles, les sœurs représentantes de la nation, ce qui veut dire a priori que l'adresse à la reine et les droits de la femme, homme es-tu capable d'être juste, ne font pas partie de votre programme véritablement, mais vous allez sans doute les étudier quand même parce que c'est tout proche et que cela éclaire le texte. Ensuite, vous avez donc tous les articles, et il y en a 17. Combien? Puis le postambule, qui commence par « Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers », qu'on expliquera bien évidemment, mais pas la forme du contrat social de l'homme et de la femme, qui est un texte proprement révolutionnaire, parce qu'il organise le divorce qui a existé un tout court moment après la Révolution française, et qui après reviendra bien plus tard dans la législation française. Donc préambule, 17 articles, postambule, voilà votre programme sous l'intitulé « Écrire et combattre pour l'égalité ». Alors si je devais dire pourquoi votre parcours c'est écrire et combattre pour l'égalité, c'est sans doute parce qu'Olympe de Gouges n'est pas que pour l'égalité homme-femme. Il faut savoir que dans ses grands combats, les grands combats de sa vie, parce que c'est une activiste, il y a l'égalité homme-femme, bien sûr, mais il y a également l'égalité entre les blancs et les noirs, et elle consacre beaucoup de ses écrits au sort réservé aux Noirs dans les colonies. Et elle s'en indigne, bien évidemment. Elle y consacre notamment une pièce de théâtre, Zamore et Mirza. Et puis dans ses autres combats, il y a également le combat pour la défense des pauvres. Donc écrire et combattre pour l'égalité, ce parcours vous dit tout de suite qu'il ne faut pas restreindre la notion d'égalité à une égalité de sexe. Condorcet le dit déjà, c'est un proche d'Olympe de Gouges, l'inégalité homme-femme est une matrice des autres inégalités. C'est-à-dire que c'est l'inégalité, on va dire, naturelle qui donne à la femme des douleurs, des souffrances, c'est ce que disent Condorcet et Olympe de Gouges, mais qui ne doit justement pas, qui doit être combattu et qui ne doit pas dériver vers d'autres inégalités comme celles qui opposent les riches aux pauvres et les blancs aux noirs. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Donc véritablement bien contextualiser, c'est très important, Olympe de Gouges, dans ce combat global pour l'égalité qui dépasse la simple déclaration des droits de la femme et de la citoyenne. L'autre point important que je dirais en tout début de vidéo, vous verrez qu'il y a sans doute petit glissement, on a tendance à dire Olympe et pas Olympe de Gouges, alors que l'on va dire Arthur Rimbaud et pas Arthur, ou même Rimbaud. Donc peut-être veiller à ne pas produire ce petit glissement qui serait le témoignage là aussi d'une forme d'inégalité qu'on aurait intégrée nous-mêmes dans nos discours. Je vous propose d'étudier le texte en 4 points. Une présentation générale du projet et du style d'Olympe de Gouges, que je nomme un style frondeur. Un retour sur la biographie d'Olympe de Gouges. Dans un troisième temps, une analyse des thèmes principaux que l'on retrouve entre le préambule, les 17 articles et le postambule. Et dans un quatrième temps, un commentaire rapide de quelques passages qui m'ont semblé être peut-être difficiles dans tous ces textes. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Premier point donc, une présentation générale du projet et du style d'Olympe de Gouges que j'appelle un style frondeur, c'est-à-dire un style qui toise, qui regarde ses adversaires et qui cherche à les confronter. Bande de babouins braillards et empotés. Le mot fronde, il date de l'époque où des nobles s'étaient révoltés contre Louis XIV. Eh bien, Olympe de Gouges, dans ce temps d'urgence révolutionnaire, se révolte contre les inégalités. Là aussi, peut-être une petite remarque, vous aurez peut-être tendance à vous dire « mais est-ce qu'il y a assez de figures de style? Est-ce que c'est vraiment littéraire ?» Parfois, on peut entendre ça en salle des professeurs, c'est-à-dire ce texte-là, par rapport à Rabelais ou La Bruyère, qui sont aussi dans la littérature d'idées, qui ont pu être choisis par d'autres professeurs, est-ce que c'est aussi littéraire? Tout d'abord, que la littérature, ça n'est pas que les figures de style et ça n'est pas que la poésie. La littérature a aussi une tradition rhétorique, c'est-à-dire argumentative, et clairement, Olympe de Gouges se situe dans cette tradition rhétorique. Le deuxième point, c'est que l'on va voir qu'il y a tout de même un certain nombre de figures chez Olympe de Gouges, mais peut-être moins habituelles, peut-être un peu moins de métaphores, plus d'interpellations, d'interjections, d'adresses.
Tout d'abord, ce style frondeur, il s'oppose à un autre style à l'époque que l'on attribue aux femmes, que l'on appelle le cliché de la salonnière, c'est-à-dire les femmes qui sont dans les salons et que Molière appelait les précieuses ridicules, les femmes savantes, et que même Simone de Beauvoir au XXe siècle va attribuer aux femmes, c'est-à-dire Simone de Beauvoir dans le deuxième sexe. Simone de Beauvoir est féministe, dit que les femmes sont bavardes, écrivassières, qu'elles s'épanchent en conversation, en lettres, en journaux intimes. Il suffit qu'elle ait un peu d'ambition, la voilà rédigeant ses mémoires, transposant sa biographie en roman, exhalant ses sentiments dans des poèmes. Cette idée du style, elle est très importante parce que le style d'Olympe de Gouges, c'est tout sauf un style conversationnel. C'est un style qui imite celui des hommes qui ont rédigé la déclaration de 1789. Ça me permet de faire un deuxième point extrêmement important, c'est le mot féminisme. Le mot féminisme n'existe pas à l'époque d'Olympe de Gouges, et vous voyez bien que Simone de Beauvoir, qui est féministe, a elle-même de grands clichés sur l'écriture des femmes. Donc il va falloir lire cette œuvre avec des lunettes qui soient des lunettes de 1791 et qui ne font pas d'Olympe de Gouges une fémène ou une poussiéraillotte, parce que ça n'aurait aucun sens. Votre professeur de français vous a peut-être dit que de la rhétorique d'Aristote, on a retenu 3 moyens de convaincre son auditoire. Ethos, pathos et logos. L'ethos, c'est l'image de moi que je construis dans mon discours. Par exemple, en tant qu'enseignante, je peux prendre un ethos de l'autorité, quand je sens qu'il faut être un petit peu autoritaire. Ou un ethos de la bienveillance. Le pathos, c'est la façon que j'ai d'appeler aux émotions de mon interlocuteur. Et le logos, c'est plutôt la logique qui se cache derrière mon discours pour appeler à l'intellect de mon auditeur. Il y a bien évidemment des appels au pathos et au logos chez Olympe de Gouges, mais je dirais que l'éthos est peut-être le plus important dans ce texte. C'est un texte qui imite la déclaration de 1789, mais qui vraiment fait entendre la personnalité d'Olympe de Gouges. Et c'est là que le texte est difficile, parce que les Archives nationales ont décidé pour la première fois de mettre sur ADN des textes et de mettre le texte de 1789, juridique, à prétention universelle, et le texte d'Olympe de Gouges de 1791, comme s'ils étaient sur le même plan. Or, c'est une deuxième difficulté de votre texte, c'est un texte extrêmement personnel et qui d'ailleurs a été très peu lu à l'époque. Il est très intéressant de l'étudier, mais n'oublions pas que c'est d'abord une femme, Olympe de Gouges, avec ses idées personnelles, qui lui donne une allure et que son ethos de frondeuse va l'emporter parfois sur la logique des raisonnements. Parfois, elle va même être un peu contradictoire. Cet ethos frondeur prend sa première occurrence lorsque Olympe de Gouges réécrit le préambule, qui avait été notamment écrit par Mirabeau pour la déclaration de 1789, et qu'elle rédige « En conséquence, le sexe supérieur en beauté, comme en courage dans les souffrances maternelles, reconnaît et déclare en présence et sous les auspices de l'être suprême les droits suivants de la femme et de la citoyenne. » Ici, il me semble que l'éthos l'emporte sur le logos. L'argument principal d'Olympe de Gouges, c'est de dire que la déclaration de 1789 oubliait les femmes. Donc ce qu'elle brandit, c'est l'universalisme. C'est-à-dire, nous devons écrire une déclaration qui doit être universelle et donc inclure et les femmes et les hommes. Sauf que, pied de nez, ethos, frondeur, style de la fronde, le sexe supérieur en beauté comme en courage dans les souffrances maternelles. Ici, c'est bien évidemment une façon de provoquer, une façon de faire entendre son texte, mais qui n'est pas logique avec la prétention universaliste, puisque l'égalité, ça n'est pas de déclarer que les femmes sont supérieures aux hommes. Il y a également, il me semble, et là c'est un argument plus logique cette fois-ci, qui participe à son style, un argument très important qui est de rappeler que les minorités sont souvent en fait essentielles à l'humanité. C'est exactement ce que reprendront les poètes de la négritude au XXe siècle, c'est-à-dire de rappeler que le peuple noir était à l'origine de l'humanité en Afrique. Et ici, elle rappelle que les femmes, qui ne sont pas considérées, qui n'ont pas le droit de vote, qui ne peuvent pas divorcer, en fait, sont à l'origine de l'humanité, puisque par leur souffrance maternelle, elles enfantent. Mais encore une fois, ce style de la fronde est là dès ce pied de nez, le sexe supérieur reconnaît et déclare. Cet ethos frondeur, sentencieux, se retrouve dans les articles, et bien évidemment, l'article que vous allez sans doute apprendre par cœur et qui est le plus célèbre, c'est l'article 10 de la déclaration. La femme a le droit de monter sur l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Là aussi, pour ceux qui auraient peur qu'il n'y ait pas assez de figures de style, vous verrez que c'est ce qu'on appelle une sentence, c'est-à-dire une phrase courte, au présent de vérité générale, avec des effets en plus de
parallélisme entre l'échafaud et la tribune. Enfin, ce style frondeur, c'est-à-dire ce style qui interpelle, bien évidemment, se voit dans le postambule, avec cette adresse « Femme, réveille-toi, le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers ». Ça, c'est ce qu'on appelle une adresse, une apostrophe, c'est un effet de style, avec le tutoiement à la femme pour rappeler en fait toutes les femmes aux lumières de la raison dans le sillage d'Emmanuel Kant, que vous allez sans doute voir en classe également. Donc voilà pour ce premier point, je dirais, sur le style général d'Olympe de Gouges et peut-être pour vous rassurer sur le fait qu'il y a un aspect littéraire, parce que la rhétorique fait partie de la littérature et parce qu'il y a véritablement un style qu'on n'a pas vu ailleurs, c'est un style qui interpelle, qui tutoie, qui lève la tête, on pourrait dire à l'oral et on ne le dira pas dans les copies. Alors, qui est Olympe de Gouges? Le deuxième point, donc, sa biographie, quelques éléments pour éclairer votre texte. Olympe de Gouges est donc une femme de lettres et une femme politique de la Révolution française. Elle naît à Montauban en 1748, dans un milieu modeste, de langue occitane. Le père qu'on lui attribue est un boucher, mais elle est sans doute la fille naturelle d'un poète et dramaturge qui ne l'a pas reconnue. Et d'ailleurs, elle fait dire à une de ses héroïnes, dans une de ses pièces, « Mon père m'a oublié au berceau ». Sa mère se nomme Anne-Olympe Mouisset, alors qu'en fait Olympe de Gouges est née Marie Gouze. Elle a donc changé de nom lorsqu'elle a voulu s'inventer une destinée à elle-même. Elle a pris le deuxième prénom de sa mère, Olympe, et s'est inventée une aristocratie, Olympe de Gouges. C'est un premier point d'audace en fait, de cette personnalité frondeuse, activiste, affichiste, c'est-à-dire qui colle des affiches. Elle est décrite par ses contemporains comme une autodidacte, c'est-à-dire didaskain en grec, enseigner, auto, tout seul, c'est-à-dire quelqu'un qui a appris seul, et avec une très forte personnalité. Elle s'installe dans les années 1770 à Paris. Elle devient la compagne de Jacques Biétrix de Rosières, un chargé de transport militaire au ministère de la Guerre, avec qui elle restera liée jusqu'à la Révolution. Elle s'invente un nom, audacieux, mais surtout, il faut savoir qu'à 16 ans, elle a été mariée avec un homme qui va mourir très vite et qui va lui laisser un enfant, qui va avoir deux conséquences dans ses combats, c'est-à-dire qu'elle pense aux femmes qui élèvent des enfants seules, dans tous les textes juridiques qu'elle propose, même si ces textes n'auront jamais de valeur juridique, mais qui sont là comme un témoignage. Mais également, ce veuvage lui donne une liberté qu'ont n'ont pas les autres femmes. Parce qu'à l'époque, pour être véritablement libre, c'est-à-dire non sous la coupe de son père, ni sous la coupe de son mari, il fallait être veuve. C'était véritablement la façon d'avoir une forme de liberté. Elle est veuve donc très tôt, et part à Paris en 1770, où elle devient la compagne de Jacques Béatrix de Rosières, donc, avec qui elle restera liée jusqu'à la Révolution, jusqu'à la fin de sa vie, puisqu'elle sera guillotinée. Mais elle est aussi proche de Voltaire, elle fréquente de nouveaux salons, et très vite, en fait, elle va être proche aussi de Louis-Sébastien Mercier, et les plus importants, ce sont Condorcet et sa femme, Sophie de Condorcet, puisque Condorcet lui-même a rédigé sur le droit de l'éducation des femmes. Ces idées, donc, d'Olympe de Gouges sont très proches des idées de Condorcet qu'elle fréquente jusqu'à sa mort. Il faut noter également que Condorcet, comme sa femme Sophie et Olympe de Gouges, sont girondins. C'est-à-dire que pendant la Révolution française, on pouvait être favorable à ce mouvement qui veut lutter contre les privilèges, qui veut même abolir les privilèges, ce qui a lieu la nuit du 4 août 1789. Mais pour autant, les Jacobins, les Girondins, les Montagnards n'ont pas du tout les mêmes positions. Vous avez des révolutionnaires qui souhaitent guillotiner Louis XVI et d'autres non. Les Girondins ne souhaitent pas la mort du roi dans leur majorité et Olympe de Gouges se propose même pour la défense de Louis XVI. Elle ne sera pas retenue. Donc il faut imaginer, là aussi, c'est comme pour le féminisme, on ne peut pas vraiment réduire Olympe de Gouges ni à une féministe, encore une fois, le mot n'existe pas, en tout cas pas dans nos termes actuels, ni à une révolutionnaire qui voudrait guillotiner tous les aristocrates et le roi, puisqu'elle se propose pour la défense du roi, et que vous ne pouvez pas oublier, même si vous ne l'avez pas au programme, que cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne est adressée à la reine Marie-Antoinette. C'est-à-dire qu'Olympe de Gouges est favorable à ce moment de révolution, qui vise plus d'égalité entre les pauvres et les riches, mais ne passe pas nécessairement par une violence. En 1875, elle réussit à faire accepter à la Comédie Française une pièce intitulée Zamor et Mirza, qui, comme je le disais, elle se nomme aussi L'Heureux Naufrage, s'insurge contre le sort inique des Noirs dans les colonies. A priori, elle fait partie de la liste des membres de la Société des Amis des Noirs, et beaucoup de ses affiches et de ses pièces de théâtre militent donc pour une égalité qui dépasse la simple égalité homme-femme, même si elle est évidemment capitale. Donc elle lutte pour l'émancipation de la femme, bien évidemment, mais aussi pour l'abolition de l'esclavage. Elle est condamnée par le tribunal révolutionnaire et elle est guillotinée le 3 novembre 1793
Pourquoi? Parce que dans ces affiches, bien évidemment, il y a des affiches contre Robespierre, contre les Jacobins, mais pas du tout parce qu'elle a écrit cette déclaration des droits de la femme et de la citoyenne qui, de toute manière, ne sera pas tant lue à l'époque. Il faut dire également qu'elle n'est pas la première à cette époque à défendre l'idée de l'égalité entre les hommes et les femmes. Marie de Gournay, en 1622, avait déjà écrit « Égalité des hommes et des femmes ». Et en Angleterre, à peu près à la même époque, Mary Wollstonecraft défend les droits de la femme dans son ouvrage « A Vindication of the Rights of Women ». Et c'est paru à Londres en 1792. Elle fait donc partie de ces femmes qui, au siècle classique, prennent conscience de cette inégalité, qui est d'abord une inégalité devant l'éducation, et elle en parle dans sa déclaration. Je passe maintenant à l'analyse des thèmes principaux qui se situent entre le préambule, les 17 articles et le postambule. Tout d'abord, bien évidemment, vous allez étudier cette déclaration en la comparant, et vous le trouverez sur Eduscol, où figurent beaucoup de ressources sur Olympe de Gouges et sa déclaration, en la comparant à la déclaration de 1789, puisqu'il s'agit d'un calque. On pourrait dire un pastiche, mais il faudrait ajouter que c'est un pastiche qui n'est pas là pour se moquer. Donc un des premiers thèmes, bien évidemment, c'est l'extension des droits de l'homme de 1789 aux femmes. C'est le plus simple, vous allez voir tout simplement que les mots « homme » sont remplacés par les mots femmes et que certains articles sont tout simplement recopiés. C'est par exemple l'article 3, l'article 16, l'article 4, 5 et 6 et même le postambule pour simplement inclure les femmes dans des droits qu'avaient les hommes. C'est l'article 3 qui permet ce basculement puisqu'elle écrit « Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation qui n'est que la réunion de la femme et de l'homme. Nul corps, nul individu ne peut exercer d'autorité qui n'en émane expressément. » Le socle de cette déclaration, c'est de dire que la nation se forme par la réunion de l'homme et de la femme. Donc finalement, le foyer conjugal est une forme microscopique de la nation, ce qui explique pourquoi la plupart des articles que j'ai nommés vont remplacer le mot « homme » par « femme » pour simplement étendre les droits de l'homme à la femme. Un exemple de ce procédé très simple, c'est l'article 6. La loi doit être l'expression de la volonté générale. Toutes les citoyennes et citoyens doivent concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation, c'est-à-dire qu'une loi doit être écrite par des femmes et des hommes. Et vous voyez que vous retrouvez en fait une formule actuelle, comme on dit « bonjour à toutes et à tous », plutôt que dire auparavant « bonjour à tous ». Eh bien ici, elle réécrit l'article 6 en remplaçant tous les citoyens par toutes les citoyennes et citoyens. Donc véritablement, ces articles-là vont vous permettre de voir une extension des droits de l'homme aux droits de l'homme et de la femme. Ce qu'on doit ajouter toutefois, c'est que Olympe de Gouges ajoute des droits qui n'étaient pas dans la déclaration de 1789. Elle introduit le domestique dans le politique, c'est-à-dire que pour Olympe de Gouges, cette femme qui a été abandonnée par son père, qui s'est retrouvée veuve avec un enfant seul, en fait, ces traits qui font partie du domestique de la maison ont une fonction politique. Et la politique doit s'intéresser au familial, au domestique. C'est-à-dire que pour Olympe de Gouges, les droits de 1789 ont l'air d'être des droits théoriques et elle voudrait qu'ils deviennent un peu plus pratiques. On peut lire à cet égard l'article 13 qui établit un lien entre le domestique et le politique. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, les contributions de la femme et de l'homme sont égales. Elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches pénibles. Elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des charges, des dignités et de l'industrie. Il y a également, bien évidemment, comme inflexion, on va dire qu'il n'est pas une simple extension des droits de l'homme aux droits de la femme. L'idée que les femmes sont opprimées, c'est la réécriture de l'article 2. Quand vous regarderez votre texte, vous verrez que c'est exactement le même article que celui de 1789, sauf qu'elle rajoute l'adverbe « surtout » qui n'était pas dans l'article de 1789. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de la femme et de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et surtout la résistance à l'oppression. Donc vous voyez qu'il y a l'extension, l'homme de 1789 est devenu la femme et l'homme de 1791, donc toujours cette extension du bonjour à tous à bonjour à toutes et à tous. Et puis elle ajoute ce petit adverbe qui a l'air de rien, le surtout la résistance à l'oppression, mais qui est là pour dire, moi Olympe de Gouges, femme qui a été opprimée, en tant que femme, qui voit dans la résistance à l'oppression un droit extrêmement important. Donc cet adverbe surtout de l'article 2, il faut y faire bien attention. L'article 11 me semble aussi très important dans cette idée qu'elle ajoute une part de domestique, c'est-à-dire une part de droit pratique
aux droits théoriques de 1789. L'article 11 de 1789 écrivait « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. » C'est donc la liberté d'expression, qu'on brandit beaucoup, dont on parle beaucoup dans les médias. Olympe de Gouges réécrit cet article sur la liberté d'expression, mais vous allez voir qu'elle va glisser vers quelque chose qui a presque rien à voir avec la liberté d'expression, tant ces combats domestiques sont importants pour elle. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la femme. Tout citoyen, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers leurs enfants, toute citoyenne peut donc dire librement « Je suis mère d'un enfant qui vous appartient », sans qu'un préjugé barbare la force à dissimuler la vérité, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Donc de la liberté d'expression, elle passe à l'idée qu'une femme peut aller trouver un homme pour lui dire « Dis donc, j'ai un enfant qui vous appartient ». Ici, on voit bien que Olympe de Gouges ne fait pas que étendre les droits de l'homme aux droits de l'homme et de la femme, mais ajoute des combats qui lui sont évidemment personnels. Donc vous l'avez compris, dans les sous-thèmes, il y a l'extension des droits de l'homme aux droits de l'homme et de la femme. Il y a également la conscience d'une minorité féminine et des thèmes proprement domestiques qui, pour Olympe de Gouges, méritent autant d'attention que les autres. C'est-à-dire que le politique doit protéger les mères, et notamment les mères seules. Et puis il y a un autre trait, alors qui est peut-être plus surprenant, c'est qu'Olympe de Gouges, comme je vous l'ai dit, elle est girondine. Donc vous n'allez pas pouvoir vous dire très simplement « Tiens, elle est féministe, elle est de gauche et elle veut couper la tête du roi. » Non. No, God, please, no, no! Le féminisme, le mot n'existe pas, la droite et la gauche, elle n'est pas exactement la même qu'aujourd'hui et elle veut pas, comme je vous l'ai dit, guillotiner le roi. Et donc Olympe de Gouges, elle a un attachement à la moralité qui est assez strict, assez austère. Et donc on trouve, et dans le postambule, dans le tableau effroyable qu'elle dresse du comportement des femmes jusqu'à la Révolution, et même dans certains articles, elle est plus sévère et plus stricte que la déclaration de 1789. Donc l'article 7 de la déclaration de 1789 vise à protéger en fait les citoyens de l'abus de la force légale. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi et selon les formes qu'elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires doivent être punis. Mais tout citoyen appelé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant. Il se rend coupable par la résistance. Donc, soumission à la force, mais pas d'abus de la force. Et voici ce qu'écrit Olympe de Gouges. Elle condense l'article et elle va retirer tout ce qui concerne l'abus de la force. Nulle femme n'est exceptée. Elle est accusée, arrêtée et détenue dans les cas déterminés par la loi. Les femmes obéissent, comme les hommes, à cette loi rigoureuse. Alors on peut trouver deux interprétations à cela. Première interprétation, c'est de donner de la légitimité à son texte et de dire « je réclame des droits pour les femmes, mais je réclame aussi la même morale, la même loi, la même justice qui doit toucher les femmes comme les hommes ». C'est-à-dire qu'elle donne de la crédibilité à son texte en disant que les femmes vont être aussi soumises à la loi que les hommes. Et donc elle se fait plus austère pour être plus légitime. Mais la deuxième interprétation, c'est qu'il faut savoir que Olympe de Gouges, personnellement, sincèrement, pense que la morale a fui les femmes et la France. Notamment parce que les femmes n'ont pas d'éducation. Et d'ailleurs, si vous faites attention au postambule, c'est ce qu'elle demande dans le postambule, comme le demandait Condorcet. C'est-à-dire qu'elle se désole du manque d'éducation des femmes qui, selon elle, condamne les femmes à ne progresser dans la société que par des intrigues, que en faisant valoir leur beauté ou commettant des actes répréhensibles. Donc il y a une véritable austérité morale de la déclaration de 1791 d'Olympe de Gouges, bien plus grande que celle de 1789, selon ces deux hypothèses que je vous propose. Je vous propose à présent de simplement revenir sur des passages qui sont peut-être difficiles à comprendre. Donc une remarque générale, je l'ai beaucoup répété, le mot féminisme n'existe pas au XVIIIe siècle, on parle de droit des femmes, et vous pouvez lire Christine Fauré, La naissance d'un anachronisme, le féminisme pendant la Révolution française, dans les Annales historiques de la Révolution française, numéro 344, édité en 2006. L'autre point de difficulté qui se situe en dehors, je pense, de votre texte, puisque votre programme dit à partir du préambule, c'est l'adresse à la reine. Donc il faut bien avoir conscience qu'en tant que girondine, Olympe de Gouges ne souhaite pas du tout guillotiner Marie-Antoinette ni Louis XVI et qu'elle s'est même portée candidate pour la défense de Louis XVI. Dans cette adresse à la reine que vous n'avez pas à lire, elle écrit « Si l'étranger porte le fer en France, vous n'êtes plus à mes yeux cette reine faussement inculpée, cette reine intéressante, mais une implacable ennemie des Français. Cela vous donne simplement
Dans ce système hypothétique, donc Olympe de Gouges prend la posture de la conseillère franche qui suggère à la reine de ne pas chercher d'aide auprès de puissances étrangères sous peine de devenir antipatriote. C'est simplement pour vous dire qu'il y a un patriotisme d'Olympe de Gouges que vous n'avez pas à étudier, mais sans doute que vous allez lire cette adresse à la reine. Elle lui dit également « Si vous étiez moins instruite, madame, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. » Et là, on a une phrase essentielle pour comprendre le préambule, les 17 articles et le postambule, si vous étiez moins instruite, madame. C'est-à-dire que l'égoïsme, je pourrais craindre que vos intérêts particuliers ne l'emportassent sur ceux de votre sexe. L'égoïsme, donc, un produit du manque d'éducation des femmes. Et cela explique l'effroyable tableau du postambule, parce qu'on peut peut-être être tenté de croire qu'elle est ironique lorsqu'elle dit « Passons maintenant à l'effroyable tableau de ce que vous avez été dans la société ». Et puisqu'il est question en ce moment d'une éducation nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l'éducation des femmes. C'est-à-dire que si on lit ce texte avec des lunettes féministes du XXIe siècle, on va se dire, bon, si elle dit que les femmes se comportent mal et qu'elles ont un effroyable tableau de leur comportement, ça doit être ironique. Ça ne l'est pas du tout. C'est vraiment à mettre en relation avec l'adresse à la reine où elle dit que le manque d'éducation génère le manque de morale. Et c'est pourquoi, avec Condorcet, elle demande une éducation pour les femmes, et c'est ce qu'elle demande dans ce postambule. Donc cet effroyable tableau, c'est un passage difficile, il faut comprendre qu'elle le pense sincèrement. Un autre passage du postambule qui peut avoir l'air difficile. Le cabinet n'avait point de secret pour leur indiscrétion, ambassade, commandement, ministère, présidence, pontificat, cardinalat, enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profanes et sacrés, tout a été soumis à la cupidité et à l'ambition de ce sexe, donc les femmes, autrefois méprisables et respectées, et depuis la Révolution, respectable et méprisée. Là, vous allez trouver, vous serez content, c'est une figure de style, un chiasme. Autrefois méprisable et respectée, et depuis la Révolution, respectable et méprisée. Mais il est difficile à comprendre. En fait, ce que craint Olympe de Gouges, c'est que cette révolution qu'elle soutient, c'est-à-dire l'abolition des privilèges, la recherche de l'égalité, elle craint qu'il n'y ait aucune place faite aux femmes et que ces femmes qui avant pouvaient conquérir une condition en intriguant par des comportements obscurs aient tout perdu dans cette affaire de révolution. Autrefois méprisables et respectées, c'est-à-dire en théorie on les méprise, mais dans les faits on les respecte, eh bien deviennent respectables, c'est-à-dire en théorie respectées, mais dans les faits encore plus méprisées. Elle craint que la Révolution soit un moment de perte de droits pour les femmes. Cette demande d'éducation, il faut également la mettre en relation avec ce qu'écrit Condorcet dans les 5 mémoires sur l'instruction publique. Plusieurs femmes ont occupé des chaires dans les plus célèbres universités d'Italie et ont rempli avec gloire les fonctions de professeurs, sans qu'il en soit résulté ni le moindre inconvénient, ni la moindre réclamation, ni même aucune plaisanterie. Donc il y a un manque de morale des femmes, mais qui ne pourra être comblé que si elles accèdent à l'éducation. Les deux autres points peut-être difficiles du postambule, c'est cette phrase « Le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l'univers ». Il faut bien évidemment aller chercher le terme « tocsin » dans le dictionnaire pour voir que c'est une sonnerie qui sonne un état d'urgence, une alarme. Et la raison, il faut avoir en tête que c'est un terme clé du siècle des Lumières. La raison, c'est ce qui apparaît dans le texte d'Emmanuel Kant, réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» La raison, c'est ce qui permet l'émancipation, l'affranchissement. Et donc si les femmes peuvent s'affranchir, s'émanciper, c'est en essayant de conquérir une raison. Et le dernier point du postambule qui peut être difficile, c'est lorsque Olympe de Gouges fait appel au législateur des noces de Cana. Si on n'a jamais ouvert une Bible et un Nouveau Testament et un Évangile, on ne connaît pas les noces de Cana. Et en fait, dans les noces de Cana, selon certaines traductions, Jésus dit à sa mère, la Vierge Marie, « Femme, que me veux-tu » C'est certaines traductions qui le traduisent comme ça. Mais il est évident qu'ici, c'est ce que dit Olympe de Gouges. Olympe de Gouges est déiste, c'est-à-dire qu'elle croit en Dieu, mais qu'elle n'accepte pas l'institution catholique. C'est-à-dire qu'ici, en fait, elle refuse la justice des hommes. Elle voudrait créer une autre justice. Cette justice des hommes, ceux qui fonctionnent comme le législateur des noces de Cana, elle la refuse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura donné à vous interroger, peut-être même à être en désaccord. C'est le plus important parce que le plus important, c'est que vous essayez de situer votre point de vue sur ce texte, donc d'Olympe de Gouges, et que vous essayez de vous forger une lecture personnelle. C'est ce qui sera le plus important à l'écrit comme à l'oral du bac français.